Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Attentat, gare de Lyon, Nunez et l'Union européenne, folie et propagande en marche. Avant de répondre à cette question et traiter de nombreux sujets d'actualité, vous connaissez la routine sur cette chaîne. Je débute toujours mon journal par remercier tous ceux qui m'ont permis de le faire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles. Vous connaissez leurs noms: Sandrine P, Marco Poulo, Timmy Delamine, Bart Castagnac, Catherine Gilles, Claire Diplox, Pierre Bourdin, Caroline Darbini, André Lelièvre, 00MFC et Rodogune Petit Pas. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier, vous êtes formidables, vous aidez la réinformation lorsque vous levez le petit pouce, vous écrivez des gentils messages et vous diffusez sur d'autres réseaux sociaux. On va débuter ce journal par le gros titre, l'attentat de la gare de Lyon. Peu avant 8h ce matin, un Malien de 32 ans en situation régulière a agressé 3 personnes. Vite maîtrisé, il a été interrogé par les policiers, mais du fait de son état de santé psychiatrique, sa garde à vue a été levée. Voilà comment la presse aux ordres nous a présenté l'agression qui a eu lieu donc samedi 3 février. Mais revenons un petit peu en arrière, le 29 janvier. Il défèque aux yeux de tous gare de Lyon. Un homme certainement désorienté entre guillemets défèque devant les usagers pour finalement lancer le caca sur eux. Est-ce qu'il s'entraînait à une discipline olympique, le lancer de caca? Personne ne sait. Par contre, ce qui est certain, c'est que la gare de Lyon est devenue, dans une certaine mesure, un coupe-gorge, particulièrement près de la place Henri Freinet. Le climat sur la place Henri Freinet se dégrade encore. Bagarres, nuisances sonores, alcool, trafic de drogue, vols, menaces, insultes. Le 18 mai 2023, un collectif de riverains de la gare de Lyon annonce plusieurs actions pour sensibiliser les pouvoirs publics. Tous décrivent un quotidien d'horreur, de peur et de saleté maximum. 8 mois plus tard, samedi 3 février, un Malien armé d'un couteau et d'un marteau, présenté comme un SDF et atteint de troubles psychiatriques par la presse aux ordres, est interpellé dans le hall 3 de la gare après avoir blessé 3 personnes. Quelles ont été les mesures qui ont été prises par le gouvernement, puisque tout le monde sait que c'est un endroit dangereux. Il y a des femmes, des enfants qui passent à proximité. Ce hall est devenu l'extension de la place en question. C'est un squat permanent de migrants, de SDF alcoolisés, de gens qui fument et se droguent. On a alerté très régulièrement, mais la seule réponse donc des autorités a été l'installation d'une pancarte « Espace réservé aux voyageurs ». Cette pancarte est censée régler le problème, a réagi un agent de la sécurité ferroviaire. Que dire de plus? Tout est dit. La France sous Emmanuel Macron est devenue un véritable court-gorge parce que la priorité des pouvoirs publics n'est pas notre sécurité. Non, c'est leur petit agenda mondialiste, c'est la submersion migratoire, c'est l'accueil des migrants et c'est en cela qu'ils nous font vivre dans la folie. C'est à vous de slalomer entre les lancers de caca, le vomi des alcooliques et les coups de couteau des dingues. Et contre ces agressions, un panneau, comme si un panneau allait arrêter tout cela. Ce n'est même pas du mépris, non, c'est authentiquement de la dinguerie. Vous en doutez encore? Écoutez, le préfet Nunez attaque à la gare de Lyon. L'assaillant est en situation régulière en Italie, affirme Laurent Nunez, préfet de police. Alors, il nous explique qu'il est en situation irrégulière, mais l'assaillant souffre manifestement de troubles psychiatriques, déclare Laurent Nunez, préfet de police de Paris. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui cloche? Le préfet Nunez soupire. Ce n'est pas un OQTF, c'est pas un migrant clandestin. Il a des papiers en règle. Pour nous dire tout de suite après que c'est quelqu'un qui souffre de troubles psychiatriques. Autrement dit, la France a accueilli quelqu'un qui souffre, d'après lui, on verra la suite dans un instant, de troubles psychiatriques sans qu'il y ait eu contrôle. Mais quel est votre métier, monsieur Nunez? C'est de protéger les Français. Et là, vous ne l'avez pas fait. Et vous avez l'air de vous satisfaire de cette nouvelle. Et puis, comme d'habitude, il y a la propagande. Est-il vraiment fou cet assaillant? L'assaillant de la gare de Lyon était motivé par la francophobie. Je n'aime pas la France, je déteste tous les Français.
Ce terroriste qui a poignardé 3 personnes à la gare de Lyon reprend exactement le discours de la gauche sur la France et l'Afrique. Les Français ont pillé mon pays, esclavage, etc. Ces gens sont coupables d'avoir fait détester la France aux Africains tout en faisant venir par millions. Je vous mets l'extrait dans ma description. Vous êtes nombreux d'ailleurs à m'avoir posé la question: comment fait-on pour accéder à ces liens vidéo? Eh bien, c'est facile. Sous ma vidéo, vous avez l'onglet Afficher plus, vous cliquez dessus et voyez apparaître les titres que je développe dans ces entretiens avec les liens vidéo. Si vous visionnez cet extrait, vous constaterez que cet individu a toute sa tête. Il est capable de développer une argumentation, il est capable d'utiliser des liens logiques. Il est très éloigné du frappadingue que nous a présenté Laurent Nunez. Mais il faut ajouter que cet individu a été relâché malgré ces 3 agressions. Mais comme les réseaux sociaux ont montré ces vidéos TikTok, eh bien, il y a eu, un rétro-pédalage de la part de Nunez et il a été replacé en garde à vue. Le caractère raciste de l'attaque n'est pas retenu non plus. Pour la justice, vouloir tuer des Français car ils sont français n'est pas du racisme. Attaque anti-française à la gare de Lyon. La garde à vue du suspect a repris ce dimanche après-midi. Une enquête est ouverte pour tentative d'assassinat. Le caractère terroriste n'a pas été retenu. Cette affaire illustre une fois de plus la faillite de la politique de sécurité en France du fait des directives européennes. Un migrant dangereux est accepté dans notre pays parce qu'il a mis les pieds sur le sol italien. Et pourtant, ce dernier hurle sa haine envers les Français sur les réseaux sociaux, qui plus est. Il n'est même pas repéré par les services de police. Lorsqu'il y a un attentat, le préfet Nunez essaie par une propagande folle d'étouffer l'affaire sous prétexte justement de folie. Puis, 24 heures après, ce préfet Nunez est rattrapé par les faits parce qu'il découvre que ce migrant hurlait sa haine de la France sur les réseaux sociaux. Oui, on est dans un monde de fous. Et c'est pas cette nouvelle qui va nous faire changer d'avis. Parce qu'il n'avait plus accès au téléphone, la justice ordonne la libération de 7 clandestins en rétention administrative. À ce niveau de délire judiciaire, je décroche. Oui, il y a de quoi décrocher, surtout lorsqu'on connaît l'augmentation des tentatives d'homicide sous Macron. Plus 79% entre 2016 et 2023. Exclusive, les tentatives d'homicide explosent depuis 2016. Et oui, depuis Emmanuel Macron. Selon les données du ministère de l'Intérieur publiées aujourd'hui, il y avait 2259 victimes de tentatives d'homicide en 2016 contre 4055 en 2023, soit une augmentation de 79%. Avec ces chiffres, seuls les aveugles peuvent nier l'augmentation de la violence en France. Mais en même temps, c'est pas pour trouver des excuses à Nunez, il a autre chose à faire, Nunez, notamment mettre en garde à vue des honnêtes paysans. Johan, 17 ans, est le plus jeune des 91 agriculteurs du convoi placés en garde à vue après être entrés à Rungis. Ces témoignages sont à pleurer, franchement, il faut les regarder. Ici, le plus jeune des 91 gardés à vue, 17 ans, avec son père. Je vous mets l'extrait dans ma description et vous serez bouleversés. Vous constaterez que ce sont des honnêtes gens qui n'ont rien fait de mal. Vous savez que l'accusation de dégradation est fausse. Elle a été tenue par le préfet Nunez. Et ces gens ont été traités comme des criminels. Vous imaginez qu'ils ont passé plus de temps en garde à vue que l'assaillant de la gare de Lyon qui a été relâché quelques heures après. Voilà le monde dans lequel ils nous font vivre, les Nunez, Darmanin, Macron et Van der Leyen. Alors, bravo à tous ces agriculteurs. Une pensée aussi émue pour cette jeune fille d'Ordogne à 14 ans. Elle gère la ferme pendant que ses parents sont dans le convoi des agriculteurs. Bravo à notre belle jeunesse. Et puis une pensée également pour Alexandra qui a donné sa vie pour ce combat. Alors certains sont déçus. Attention, le combat n'est pas terminé. Et pour une raison simple, c'est que les agriculteurs n'ont pas reçu grand-chose. C'est même l'inverse. LOL, les milliards pour l'Ukraine, c'est OK. Les députés et sénateurs qui s'augmentent tranquillou, c'est OK. Les milliards pour l'industrie de l'armement, c'est OK. Mais 400 millions pour les agriculteurs, ça divise. Les 400 millions d'euros promis aux agriculteurs fragilisent les objectifs de réduction des dépenses de l'État et divisent au sein même de la majorité.
Mais est-ce que pour autant les paysans ont perdu le combat? Mais pas du tout, pas le moins du monde. C'est un combat d'attrition et les paysans ont gagné la bataille de l'opinion. Les Français sont derrière eux. La bataille des partis politiques, soutien des LR et des Patriotes, c'est la majorité de la population française et même le soutien d'une partie de la presse. Ils ont aussi montré le vrai visage de l'Europe, montré le pouvoir de nuisance des écologistes, du World Economic Forum et du Pacte vert. Macron a été acculé, il a tiré ses dernières cartouches et il a grillé la FNSEA. Et surtout, le combat continue, ce n'est qu'une pause. Plus de 300 personnes ont accueilli les paysans du convoi du Lot-et-Garonne de retour à Agen où ils vont se reposer avant de lancer de nouvelles actions la semaine prochaine. Et partout en Europe, cela flambe. Les agriculteurs font le blocus de la télévision et la radio de Bavière qui refusent de parler de leur mouvement ou le dénigre systématiquement. Bravo pour cette action au cœur du pouvoir politico-médiatique. Il semblerait que ça serait une bonne idée pour nos paysans. Manifestement, le mécanisme est bien huilé. Les paysans français sont obligés de faire une pause en France. Les Allemands reprennent le relais. Vous avez plus de 1000 tracteurs qui bloquent ce matin le plus grand aéroport d'Allemagne à Francfort. Vous avez également des manifestations en Italie, en Espagne, en Belgique, en Hollande, d'agriculteurs. Un véritable cauchemar pour la Commission européenne. Oui, les européistes sont donc harcelés et en plus, ils n'ont que des mauvaises nouvelles à annoncer. Gare à la débâcle en juin. Hausse des tarifs du gaz au 1er juillet. C'est essentiellement lié au fait que la consommation baisse, explique Emmanuel Vargon. Madame Vargon, présidente de la commission de régulation de l'énergie, explique que la prochaine hausse du prix du gaz est due à la baisse de la consommation de gaz par les Français. On marche sur la tête. Oui, ils nous font vivre dans un monde de fous. L'État fait la leçon aux Français pour qu'ils arrêtent de consommer du gaz pour des raisons écologiques et pour contrer Poutine, entre guillemets. En contrepartie, l'État nous augmente ses tarifs de gaz. Combien de temps les Français continueront à se faire plumer par ces bandits? Oui, je crois qu'il n'y a pas d'autre terme. Et puis, il faut se souvenir. Panier runaché, pour préserver votre budget et le réseau, pensons tous aux gestes utiles. Je baisse, j'éteins, je décale. Hausse des tarifs du gaz au 1er juillet. C'est essentiellement lié au fait que la consommation baisse. Bravo les champions du monde du gouvernement. Mais pourquoi une telle augmentation? Nous l'avons expliqué plusieurs fois dans ces entretiens, c'est un impôt déguisé pour financer la Commission européenne. La France va devoir donner 11 milliards supplémentaires à l'Union européenne, le prix de 100 rafales. Avec cet argent, l'État pourrait recapitaliser Alstom et sauver Atos. Depuis 40 ans, au nom d'une pseudo-solidarité européenne, nous payons la corde pour nous pendre. Oui, Frexit. On pourrait également financer nos paysans, on pourrait également financer nos hôpitaux. Non, non, on va être obligé de payer des impôts supplémentaires pour éponger les erreurs de la Commission européenne. Pensez par exemple aux éoliennes. Éoliennes en mer, c'est centaines de milliards d'euros qu'il faut investir pour les connecter à terre. Selon un récent rapport, l'addition des réseaux nécessaires pour les raccorder à la terre pourrait s'élever à plus de 400 milliards d'euros d'ici à 2050. Dans ce contexte, la RGRTE estime qu'il faudra déployer d'ici à 2050 environ 54 000 km de lignes de transmission électrique ainsi que presque 300 convertisseurs à courant continu offshore et terrestre. Montant total de ces travaux, plus de 400 milliards d'euros. Nous savons également que l'énergie produite par les éoliennes est intermittente, donc il faut d'autres sources d'énergie, notamment le nucléaire, que les éoliennes n'ont pas la durée de vie qui avait été promise, qu'elles sont coûteuses en entretien et qu'elles augmentent le prix de l'électricité. Oui, c'est une véritable catastrophe énergétique qui a été programmée par l'Union européenne et ils vont certainement vous faire payer plus cher l'électricité pour éponger leurs erreurs. Et que dire également de la voiture électrique? Ça y est, on commence à revenir un petit peu en arrière. L'humiliant
recul de l'Occident sur la voiture électrique a commencé. Les plans ambitieux d'une révolution industrielle fondée sur l'électrification sont en train de battre en retraite. Un article du Télégraphe. Il faut dire que ceux qui ont acheté des voitures électriques commencent, comment dirais-je, un peu à le regretter. Surtout, évitez un choc après votre voiture électrique. Elle pourrait être considérée comme irréparable, même quasi neuve, car le constructeur préconise le changement de la batterie égale coût du véhicule. Il paraît qu'elle est plus écologique, l'arnaque est totale. Et oui, il nous avait expliqué que la voiture électrique serait plus écologique, que la voiture électrique allait entraîner une nouvelle révolution industrielle, et on s'aperçoit que cette voiture électrique est en train de détruire l'industrie traditionnelle de l'automobile. Le moteur thermique, qui était le poumon économique de l'Europe, va disparaître si on suit les recommandations de l'Union européenne. Et pour autant, nous ne fabriquerons pas de voitures électriques. Un échec total. Il faut dire qu'on a écouté des oiseaux comme Anne Hidalgo. Votation sur les SUV. Les Parisiens approuvent à près de 55% le triplement des tarifs de stationnement pour les voitures les plus lourdes. Moins de 6% des électeurs se sont déplacés aux urnes dimanche dans la capitale. Autrement dit, il n'y aurait que 3%, un peu plus de 3% des Parisiens qui auraient voté pour cette mesure. Les autres ne se sont pas déplacés. Et puis, regardons les bulletins, une vraie arnaque. Contre un tarif spécifique pour le stationnement des voitures individuelles lourdes, encombrantes et polluantes. Mon Dieu, la question orientée. Mais moi, je serais allé plus loin. Est-ce que vous êtes pour les voitures qui écrasent les vieilles dames, les chats et les enfants ? Quand on fait de la propagande, allez jusqu'au bout, messieurs et mesdames de la mairie de Paris. Il faut dire que l'argumentaire valait son pesant de cacahuètes. Oui, un véritable délire mensonger. Propos digne d'un hiérarque nord-coréen. 5,7% de participation en plus à cette période où les Parisiens quittent peu la capitale le week-end, c'est bien un flop total. Malgré une communication déloyale où la mairie a menti sur les données liées au SUV. Délire mensonger. Pas de frontière claire entre un SUV et un véhicule lambda. Un SUV ne consomme pas 15% de plus. C'est 5 à 10 maxi par rapport au même véhicule non rehaussé. Leur part dans le rejet de gaz à effet de serre est marginale car toute l'automobile, camion compris, c'est 10% des rejets. Pas plus de risque de tuer un piéton, cet argument est stupide. La visibilité est au contraire meilleure sur un SUV et c'est souvent l'un des motifs d'achat. On a moins de fatigue en conduisant. Mais l'essentiel n'est pas dit. J'ai 3 enfants et 2 chiens. Est-ce que je peux loger toute ma petite famille dans une Zoé ou dans une Clio ? Non, j'ai besoin d'une voiture sûre, confortable et suffisamment vaste, justement pour toute la famille. Cette votation est particulièrement infecte. Voyez bien le petit bobo célibataire qui va faire payer les pères de famille. Eh bien, c'est une rupture d'égalité, c'est une nouvelle forme d'apartheid, de créer des citoyens de seconde zone. J'espère que les juristes iront taper sur la mairie de Paris parce que c'est littéralement indigne. Et puis, le bouc émissaire du SUV, c'est quand même un peu fort de café. Lorsqu'on s'appelle Anne Hidalgo et qu'on emmène toute son équipe à Tahiti. Qu'elle cesse de voyager, peut-être que le bilan carbone de Paris ira beaucoup mieux. Allez, Alsace, nous sommes prêts. Frédéric Bierry écrit à Gabriel Attal sur la décentralisation de l'Alsace. Et oui, c'est le vieux projet socialiste. Dans les années 80, je me rappelle, Guigou, le mari d'Elisabeth, nous l'avait présenté. Il fallait supprimer la France. Comment faire ? Eh bien, faire en sorte que les régions deviennent indépendantes. Emmanuel Macron met au goût du jour ce vieux projet socialiste. Lorsqu'on dit qu'Emmanuel Macron est un traître à la France, c'est la réalité. À tel point d'ailleurs que les jeunes macronistes ne s'en cachent pas. Et contrairement à ce que peut penser Alexis Poulain ou Maître Corbeau, ce n'est pas une erreur. Les jeunes macronistes dévoilent leur affiche qui représente une France amputée de l'Alsace. Et oui, c'est leur projet. Et puis, il faut repenser la décentralisation de l'Alsace avec la fermeture de Fessenheim. Les Allemands ne voulaient pas de centrale nucléaire. Et la décentralisation de l'Alsace, c'est un rapprochement de l'Alsace vers l'Allemagne. Vous voyez ce que je veux dire ? En tous les cas, les patriotes seront vent debout contre ce projet. Autre traîtrise d'Emmanuel Macron. Il les enchaîne en ce moment. On a l'impression qu'il veut accélérer le calendrier parce qu'il n'est plus très sûr de rester au pouvoir. La France a la responsabilité de mettre sa capacité de dissuasion nucléaire à la disposition de l'Union européenne, a osé déclarer Macron en Suède. C'est une haute trahison
et les mots sont pesés. C'est une rupture fondamentale avec la doctrine française, avec le gaullisme. L'arme nucléaire est intrinsèquement liée à notre souveraineté nationale. Pour reprendre l'expression de Slobodan Despot, on ne prête ni sa brosse à dents, ni des armes nucléaires. Pourquoi ne peut-on pas prêter des armes nucléaires ? La première raison, c'est que si vous prêtez des armes nucléaires à un pays qui s'en sert, par exemple contre la Russie, eh bien c'est la France qui risque d'être vitrifiée. Autrement dit, Emmanuel Macron, par ses propos, met en danger la vie de tous les Français. Mais il se rend compte de ce qu'il dit, ce président. Et puis, il faudrait lui rappeler que la notion de dissuasion, c'est justement, on ne prête pas d'armes nucléaires, mais également, on ne s'en sert pas. C'est une arme psychologique et de négociation. Emmanuel Macron n'est vraiment pas à la hauteur de sa mission. Et que dire de l'information suivante ? Paraît-il que 2 membres d'une ONG française auraient été tués en Ukraine. Voyons voir. Photo des membres de l'ONG humanitaire en action avant que ne soient lâchement assassinés 2 de ses membres par les Russes. Ces derniers distribuaient gratuitement des balles et des obus de César aux habitants du Donbass. La photo n'est pas forcément factuelle, mais nous avons une autre photo. Nous voyons ces 2 membres d'ONG ressemblant à des soldats en action. Emmanuel Macron envoie-t-il des soldats au combat à côté des Ukrainiens ? Est-ce que le Parlement a décidé de l'envoi de ces soldats à côté des soldats ukrainiens ? Il est de plus en plus dangereux, notre président. D'autant plus que l'armée ukrainienne commet l'irréparable. Nouveau massacre dans le Donbass. Les Parisiens et les citoyens de l'Union européenne doivent savoir que leurs impôts servent à tuer des civils. Zakharova. Une frappe probablement avec un système HIMARS Made in USA. Et oui, quand ce ne sont pas nos obus César, ce sont les HIMARS. Qu'en pensent les Américains, notamment le chef de la CIA ? Le directeur de la CIA, William Burns, estime que cette année sera difficile pour l'Ukraine. Mais l'assistance militaire à Kiev, selon lui, doit être poursuivie. Moins de 5% du budget de la défense y est consacré. Il s'agit d'un investissement relativement modeste, avec des retombées géopolitiques significatives pour les États-Unis et l'industrie américaine. Pour l'Europe, c'est la ruine, mais pour les Américains, il y a des retombées significatives. Quant aux morts, aux blessés, aux infirmes, pertes et profits, pour les Américains, horrible. Et il y a la réalité du terrain. L'armée russe avance inexorablement. Front centre, Marinka, l'importante zone fortifiée Zverinets est sous contrôle russe entre Marinka et Novomikhelkovka. Et l'armée russe avance sur tout le front. Et on peut se poser donc une question. Est-ce que les autorités européennes ne sont-elles pas en train de paniquer en prévoyant des milliards pour l'Ukraine parce que les élections européennes se profilent et qu'elles aimeraient éviter l'effondrement de l'Ukraine avant les élections ? Je vous laisse répondre. J'ai décidé d'ouvrir une rubrique Gorafi. Partir à la retraite à 115 ans. Bien profiter des quelques mois qu'il vous reste. Et oui, dans ce monde européen, on va y arriver. Je vais vous présenter une nouvelle et vous allez me dire si c'est Gorafi ou pas. Présidentielle 2027, Xavier Bertrand veut être candidat contre l'extrême droite et traite les électeurs du Rassemblement national de fachos. Ça, c'est un programme solide, rassembleur et novateur. Cela ressemble au Gorafi ? Eh bien non, ce n'est pas du Gorafi. Klaus Schwab. Les psychopathes du World Economic Forum mettent en garde contre les aliments cultivés à la maison qui provoqueraient, selon eux, rien moins que des changements climatiques. Selon une étude récente du World Economic Forum, des chercheurs auraient découvert en effet que le potager, c'est pas bon pour la planète. Alors, Gorafi ou pas Gorafi ? Eh bien non, ce n'est pas le Gorafi. Vous avez Klaus Schwab qui signe des traités de libre-échange avec le monde entier, mais cultiver 2 carottes et une tomate dans votre jardin, c'est mauvais pour la planète. Les globalistes de Davos veulent interdire de cultiver tomates et laitue dans son jardin. C'est leur nouveau délire. Vos quelques plants de légumes contribueraient gravement au réchauffement climatique. Les Français, oui, doivent stopper cette secte américano-européenne en votant Frexit le 9 juin. Et puis, autre information, Pierre Arditi n'est ni paysan, ni ouvrier, ni technicien. Mais qu'est-ce qu'il a dit, Pierre Arditi ? On reproche tout et son contraire au président de la République. Quoi qu'il dise et quoi qu'il fasse, ça ne va jamais. J'aime bien Emmanuel Macron, j'ai beaucoup d'estime pour lui.
Ah bah dis donc, il doit vivre du troquet à son appartement, Pierre Arditi, parce que manifestement, il est au courant d'aucune nouvelle. Pierre Arditi n'est ni paysan, ni ouvrier, ni technicien, ni cadre, ni infirmier, ni médecin, ni policier, ni pompier. C'est un comédien nanti pété de fric et qui bosse encore à 79 ans. Donc, il adule Macron, mais pas nous. Et c'est là où je me dis qu'il faudrait une compétition du comédien le plus serpillière d'or vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Pierre Arditi et François Cluzet, à mon avis, tiennent la corde. Tiens, puisqu'on parle des serpillères d'or, il l'a fait au terme d'une compétition haletante qui a pu s'affronter les meilleurs et après une finale époustouflante contre Christophe, c'est Patrick qui remporte le trophée de la serpillière d'or et qui prend la place du numéro 1 mondial. Ah, c'est quand même bien mérité. Allez, on va se quitter sur une dernière image. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.